Bonjour, chers élèves de 4e 3, 4e 5 et 4e 7. Voici la vidéo numéro 2, cette fois-ci qui vous concerne particulièrement. Aujourd'hui, nous allons corriger les deux premiers polycopes que je vous ai envoyés et nous allons parler un petit peu du travail que je vous ai demandé de faire par rapport à des extraits de cet ouvrage. Commençons rapidement par ce premier polycope qui est un polycope d'exercice. La consigne est simple, 3 types de migration ou de mobilité humaine. À chaque fois, il s'agit de relier les bonnes cases. Mais avant toute chose, il n'est pas inutile de refaire le point sur ce qu'est une mobilité humaine transnationale et une migration. Comment s'y retrouver par rapport à ces trois expressions, parfois synonymes? Faisons le point au tableau. Nous avions en classe discuté du titre du thème, le thème officiel au programme, ce thème étant les mobilités humaines transnationales. Nous avions déjà, dans un premier temps, discuté sur la première partie de ce titre, mobilité humaine. Qu'est-ce qu'une mobilité humaine? Mobilité. Discutons d'abord du mot mobilité. Là, je suis immobile. Là, je suis mobile. Je me déplace donc. Une mobilité étant donc un déplacement. Humaine, déplacement d'humains, d'un groupe d'humains, hommes, femmes, enfants. Il s'agit donc d'un déplacement d'un point A vers un point B. Mobilité, déplacement d'un point A vers un point B. Mais il se trouve que cette expression est très floue, très approximative, puisqu'il n'y a aucune indication sur la distance parcourue lors de ce déplacement, aucune indication sur la durée de ce déplacement, et surtout, nous verrons que c'est important, aucune indication sur le fait qu'il y ait un retour ou pas vers le point A. C'est pourquoi nous nous intéressons à cette deuxième expression qui, elle, est beaucoup plus précise, les mobilités humaines transnationales. Mobilité humaine, donc toujours un déplacement d'un point A vers un point B, transnational. Pas de surprise, nous connaissons. Trans. Nous avons vu cela à plusieurs reprises. Souvenez-vous, en histoire, en début d'année, nous avions étudié la traite négrière transatlantique. Et nous avions dit à l'époque que transatlantique signifiait traverser l'océan Atlantique. Nous avions dit un petit mot également sur la traite négrière transsaharienne, qui signifiait traverser le Sahara. Donc en géographie, trans veut dire traverser. National. National, nation. Nation, pays. Il s'agit donc de traverser les nations, traverser les pays. Ah, nous avons donc là une information plus complète. Mobilité humaine transnationale, un déplacement d'un groupe humain, hommes, femmes, enfants, qui traverse des pays et qui même souvent traverse des océans ou des mers avec donc un changement de continent. Donc une mobilité humaine transnationale, c'est le fait qu'un groupe d'humains effectue un déplacement durant lequel il va traverser plusieurs pays, durant lequel il va même souvent changer de continent. Il s'agit donc d'un déplacement sur une longue distance, avec une durée importante, et surtout, caractéristique essentielle de la mobilité humaine transnationale, c'est le fait qu'il n'y ait pas de retour vers le pays d'origine ou le pays de départ. Autrement dit, c'est un déplacement sans retour.
Donc une mobilité humaine transnationale, c'est le fait qu'un groupe d'humains, hommes, femmes, enfants, quitte son pays d'origine ou pays de départ, effectue généralement une longue ou une très longue distance avec une durée importante, et ce groupe humain ne retourne pas dans son pays d'origine, il n'y a pas de retour. Et nous avions dit en cours que l'expression mobilité humaine transnationale avait un synonyme simple que l'on connaît, à savoir migration. Une mobilité humaine transnationale est une migration. Celui qui effectue cette migration porte le nom de migrant. Donc nous allons étudier dans ce thème les migrations. Mais il existe plusieurs types de migration, plusieurs sortes de migration. C'est ce que vous deviez découvrir avec ce premier polycope d'exercice. Le polycope, je fais un zoom. 1, 2, 3 cas de migration. Des cases. À chaque fois, dans chaque case, j'ai mis « je », c'est-à-dire qu'on se met dans la peau du migrant. Premier cas, je choisis librement, personne ne me force, je choisis tout seul, sans contrainte, de quitter mon pays sans que ma vie ne soit menacée. C'est-à-dire que je décide librement de quitter mon pays sans que je ne cours le moindre risque pour ma vie, pour celle de ma famille, etc. Donc je choisis de quitter librement mon pays pour changer de vie, découvrir un autre pays, un autre continent, pour avoir un meilleur travail, pour sortir de la pauvreté. Dans ce cas, je quitte mon pays. J'effectue donc une migration internationale et non une migration intérieure. Une migration intérieure, c'est lorsque l'on effectue un déplacement définitif, mais à l'intérieur de son pays. Ce n'est pas le cas. Je quitte mon pays. Donc j'effectue une migration internationale. Dans ce cas, j'effectue ce qu'on appelle une migration volontaire. J'ai choisi volontairement, librement de quitter mon pays. Deux possibilités ensuite. Soit j'effectue cette migration volontaire de manière illégale, en mettant ma vie en danger, soit j'effectue cette migration de manière légale, sans mettre ma vie en danger. Je vous explique. Deux migrants d'un même pays qui décident d'effectuer une migration volontaire. L'un est plutôt riche, il a les moyens, l'autre est pauvre. Le migrant étant riche aura les moyens d'utiliser un moyen de transport sûr, l'avion. Il fera donc sa migration en avion sans mettre sa vie en danger. Pour pouvoir prendre l'avion, il aura obligatoirement sur son passeport un visa. Le visa lui permettra d'arriver dans le pays d'accueil en toute légalité. Deuxième cas, dans le même pays, un migrant pauvre. Il n'a pas les moyens de payer un billet d'avion. Il n'a pas les moyens d'obtenir un visa. Il va donc effectuer sa migration de manière illégale, rentrer dans le pays illégalement. Et sur le chemin de sa migration, eh bien, il pourra mettre sa vie en danger. Migration légale, sans mettre sa vie en danger. Habitant riche ou d'un pays riche, dans ce qu'on appelle un expatrié. Migration illégale où on met sa vie en danger, habitant d'un pays pauvre. Donc, migration volontaire. Deuxième cas. Je vous ai mis 3 situations. Je pars en voyage pour faire du tourisme. Cela n'est pas une migration. Souvenez-vous, la principale caractéristique de la migration, c'est le fait qu'il n'y ait pas de retour. Or, quand je pars en voyage pour faire du tourisme, inévitablement, je reviens vite, assez vite, à mon domicile, dans mon pays. Ce n'est pas une migration. Je me déplace chaque jour de la maison vers mon travail, du travail vers la maison, etc. Déplacement quotidien. Évidemment, c'est un déplacement, mais ce n'est pas une migration puisqu'il y a retour à chaque fois au domicile. Troisième cas, qui est un type de migration. Je déménage à l'intérieur de mon pays. Dans ce cas-là, j'effectue une migration intérieure, à l'intérieur de mon pays. Je déménage à l'autre bout de mon pays de manière définitive. Dans ce cas-là, j'ai effectué une migration
bien sûr volontaire, personne ne m'a forcé à déménager, sur une courte ou une moyenne distance, puisqu'on ne change pas de pays. J'ai effectué ma migration de manière légale, je n'ai pas de visa à demander, je suis dans mon pays, et je ne mets pas ma vie en danger. Troisième type de migration, et c'est celle qui va nous intéresser plus particulièrement dans ce chapitre, je me sens obligé de fuir, souvent dans l'urgence, dans une situation de très grand péril, de grand risque. Obligé de fuir mon pays car ma vie est menacée, risque de mort, ma vie et celle de ma famille. À cause de la guerre, de persécutions politiques et religieuses, ça veut dire que dans ce cas-là, je suis maltraité par les autorités de mon pays à cause de mes opinions politiques, à cause de ma religion, à cause de ma couleur de peau, etc., ou à cause de la famine, à cause d'une situation de terrorisme, des terroristes qui sévissent partout dans le pays. Et dans ce cas-là, je me sens obligé de fuir, car pour moi, c'est partir de mon pays ou mourir, ou prendre le risque de mourir. Je me sens obligé de fuir mon pays. C'est pourquoi nous parlons de migration forcée. Mais d'abord, je fuis mon pays. Donc, c'est une migration internationale et non pas intérieure. C'est une migration forcée. Je me sens forcé de fuir mon pays. Ma vie est en danger. Mais lorsque j'effectue une migration forcée, comme je l'ai dit, je pars dans l'urgence avec très peu d'affaires, de manière précipitée. Je n'ai pas toujours de papiers, ou je n'ai plus mes papiers, ma maison a été bombardée, etc. Je n'ai pas pu demander de visa, je ne peux pas prendre l'avion. Donc je vais effectuer une migration où je vais mettre ma vie en danger. On verra de quel danger il s'agit. Dans ce cas, bien sûr, donc j'effectue une migration illégale, je n'ai pas de visa pour entrer dans le pays d'accueil, mais je peux régulariser ma situation, c'est-à-dire la rendre légale, en demandant dans le pays d'accueil, la France par exemple, le statut de réfugié. Imaginons, je suis un migrant syrien, nous avons parlé de la guerre en Syrie. J'ai fui mon pays, je risquais de mourir, ma famille de même, j'effectue une longue migration illégale. Le long de ce chemin de migration, je m'expose à divers dangers. J'arrive en France en situation illégale. Eh bien, à la préfecture, je peux demander le statut de réfugié. La plupart des pays européens ont signé ce qu'on appelle la Convention de Genève, avec la possibilité de donner le statut de réfugié à ces migrants forcés. S'ils donnent ce statut de réfugié, ces pays européens ont l'obligation de les protéger, de les accueillir. Après enquête, si la préfecture me donne le statut de réfugié, eh bien ça veut dire qu'il a été prouvé que j'étais en danger de mort dans mon pays. Je peux donc rester dans ce pays et ce pays doit me protéger et ne peut pas me chasser. Par contre, si je n'obtiens pas le statut de réfugié, il a été prouvé après enquête que je n'étais pas vraiment en danger de mort dans mon pays, eh bien je n'ai pas le statut de réfugié et je ne peux pas rester dans le pays d'accueil, pays que je dois quitter. Voilà 3 types de migration et celle qui va véritablement nous intéresser, la migration forcée. Deuxième polycope, qui était un polycope de synthèse, un schéma, des cases, des flèches qui montrent le chemin de lecture. Nous retrouvons nos 3 cas. Migration intérieure, migration internationale, 2 types de migration internationale, migration volontaire, migration forcée. Alors rapidement, nous allons compléter ce schéma. Vous aviez des pointillés à compléter. Voici la correction. Migration intérieure. Exemple, je déménage à l'intérieur de mon pays. Il s'agit de migration volontaire sur de courtes ou moyennes distances et non pas de longues distances puisque je reste à l'intérieur de mon pays. Il s'agit de migration légale et sans danger. Migration internationale. Petite parenthèse, en 2017, il a été recensé 258 millions de migrants internationaux. 2 cas, migration volontaire, migration forcée. Donc il peut s'agir de migration volontaire sur de longues distances, changement de pays voire de continent.
Il peut s'agir de migration forcée sur de longues distances, également changement de pays, voire de continent. Mais après, évidemment, la situation de ces migrants est différente. Dans le cas de migration volontaire, les migrants choisissent de quitter librement, le mot à trouver était celui-ci, leur pays sans que leur vie ne soit menacée. Les causes des migrations volontaires, changer de vie pour avoir un meilleur travail, sortir de la pauvreté, etc. Dans le cas de migration volontaire, comme nous l'avons vu, il peut s'agir de migration volontaire légale ou illégale. Illégale pour les migrants venus de pays pauvres, légale pour les migrants venus de pays riches, qu'on appelle des expatriés. Revenons aux migrations forcées. Déplacement sur une longue distance, changement de pays voire de continent, les migrants se sentent obligés de fuir leur pays car ils se sentent en danger de mort à cause de la guerre, des persécutions politiques, religieuses, de la famine, du terrorisme. Pour eux, c'est partir ou mourir. Ces migrations sont dangereuses car il existe de nombreux dangers sur le chemin menant au pays d'arrivée ou pays d'accueil, et nous verrons ces nombreux dangers auxquels sont exposés les migrants forcés dans les extraits de notre ouvrage. Ces migrations sont à l'origine illégales, mais les migrants forcés peuvent demander le statut de réfugié. S'ils ne l'obtiennent pas, ils doivent quitter le pays d'accueil. S'ils l'obtiennent, le pays d'accueil s'engage à les protéger. Voilà pour ces deux polycopes qui ne sont pas à rendre, sur lesquels vous deviez travailler tout seul à la maison. Différents types de migration, et nous retenons à ce stade que les migrations qui vont nous intéresser sont les migrations forcées. Pour finir cette petite vidéo, revenons à notre étude de cas, l'étude d'un exemple d'un jeune migrant forcé afghan, c'est-à-dire venu d'Afghanistan, dont le prénom est Kerola. Dans la précédente vidéo, je vous avais indiqué que les extraits du polycope sont tirés de ce magnifique ouvrage dédié à l'histoire de ce jeune migrant forcé. L'originalité de l'ouvrage tient au fait qu'il a été écrit par des élèves. Je vous ai raconté les circonstances, l'histoire de la rédaction et de la publication de ce livre. Donc une lecture très facile, une écriture d'élèves. Alors, je vous ai mis des extraits de cet ouvrage, des extraits les plus importants. Alors, sur ce polycope, je vous ai mis également une carte qui indique le chemin de la migration de ce jeune migrant afghan. Alors, avant toute chose, pourquoi étudier un cas particulier de migrant? Eh bien, la géographie, ce ne sont pas que des cartes, ce ne sont pas que des statistiques, ce ne sont pas que des chiffres. La géographie, ce sont aussi des vies humaines, des hommes, des femmes, des enfants qui ont une histoire parfois dramatique. Et à travers l'étude d'un cas particulier, eh bien, on peut prendre conscience d'un drame qui se vit. Alors, sur la carte, je vous ai mis le chemin de ce migrant, 4 ans pour aller de l'Afghanistan, le pays de départ dans lequel il est en danger, pour arriver en France. J'ai numéroté les pays qu'il a traversés avec des numéros. Les numéros correspondent à des extraits, et dans ces extraits, eh bien, il est fait mention de toutes les difficultés de ce migrant forcé pour traverser ces pays, les dangers auxquels il a été exposé, les sentiments qu'il a éprouvés, etc., etc. Et donc, le but, c'est de répondre à ces questions, questionnaire sur les extraits du livre de Kerola, travail que vous devez me rendre. Alors, concernant les questions 5 et 6, je vous ai dit que vous pouvez traiter ces questions sous forme de tableau. Quels sont les sentiments qu'il a éprouvés lors de sa migration, les difficultés rencontrées, les risques qu'il a encourus. Un petit conseil, vous pouvez utiliser sur vos polycopes un code couleur. Vous soulignez en jaune tout ce qui concerne les sentiments éprouvés, en vert toutes les difficultés qu'il a rencontrées, etc., etc., etc. Alors, juste pour finir cette petite vidéo, au début de cet ouvrage, il y a une petite interview de ce jeune migrant qui a été faite par les élèves qui ont écrit le livre. Et à un moment donné, c'est très court, Kerola dit au départ, je ne pensais pas témoigner auprès de vous, car c'est difficile de partager son histoire dans un nouveau pays et dans une nouvelle culture. Mais en arrivant en France, j'ai eu envie de vous raconter ce que j'avais vécu
pour que les gens comprennent des choses. On n'a pas tous la même chance dans la vie. On ne vit pas tous dans la même situation. J'ai quitté mon pays et vécu des choses difficiles. On ne part pas par plaisir ou pour profiter des avantages dans un autre pays, mais parce que l'on n'a pas le choix. Ce n'était pas possible de rester en Afghanistan. Et si vous avez lu les extraits de cet ouvrage, vous avez compris pourquoi. Mes chers élèves de 4e, je posterai bientôt une nouvelle vidéo. Je vous laisse travailler. N'oubliez pas évidemment les petites précautions d'usage. Attention, Dédé la grenouille vous regarde. Et bien sûr, nous avons en tête le travail. Bonne journée.